Pour la première fois de ma vie, je me suis aimée, ce qui était quand même à un âge assez avancé, donc c'était il y a 4 ans. Et de fait, j'ai revisité un peu toute ma vie sous un autre jour. Je me suis dit: «Pourquoi je ne suis pas aussi heureuse que sous MDMA ?» Et franchement, certains traumas d'enfance qu'on connaît, mais dont on ne mesurait pas l'empreinte sur sa vie, en fait, ressurgissent et tout à coup, on mesure à quel point on était, en fait, enfermé par ces traumas, premièrement. Et deuxièmement, puisqu'on est dans un état de bonheur, on se dit: «Il faut poursuivre». On arrive, et cette estime de soi vous pousse à savoir dire non, par exemple, quand on ne savait pas, et aussi à savoir dire oui aux choses qui vous font plaisir. Donc moi, je dirais que ça a changé mon rapport à l'existence. Bonjour, je suis Fabrice Midal, philosophe passionné, qui a envie de partager plein de choses avec vous, auteur de nombreux livres, dont Suis-je hypersensible et le tout dernier, d'actualité, je crois, Empêcher que le monde ne se défasse, 19 leçons de résistance. Face au trauma qui touche tant de gens, qui, aux États-Unis, entraîne tous les jours la mort d'anciens vétérans, face à la dépression résistante à tout traitement, face à certaines addictions qui détruisent les gens comme l'alcoolisme, face à d'autres types de souffrances, des études sont en train d'être faites partout dans le monde pour montrer comment l'usage des psychédéliques sont une piste complètement novatrice. Les études aujourd'hui montrent des choses absolument stupéfiantes. Pour en parler, je reçois dans cet épisode de dialogue Dominique Nora, qui est journaliste au Nouvel Obs et qui propose une enquête complètement passionnante à travers le monde entier pour faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui, sur les possibilités nouvelles qui sont en train de s'ouvrir. Vous allez voir, c'est sur Dialogue et c'est absolument passionnant. Bonjour Dominique. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour explorer, partir avec vous dans l'enquête incroyable que vous avez menée, qui nous emmène dans plein d'endroits différents, sur comment aujourd'hui on essaie de trouver une réponse à une crise majeure, qui est la crise de la psychiatrie classique. En gros, mais vous me corrigerez, en gros, la psychiatrie ne réussit pas à apaiser beaucoup de souffrances, beaucoup de dépression, et le stress post-traumatique, on comprend de mieux en mieux, qu'on arrive à nommer. J'ai souvent parlé sur ma chaîne sur ce que veut dire la découverte du stress post-traumatique, à quel point c'est une question à la fois psychiatrique, à la fois sociale, à la fois politique, de la reconnaissance de ce que c'est. Et il y a une vraie impasse, et vous êtes parti à la recherche d'autres solutions qui commencent à être explorées dans le monde occidental. Oui, c'est-à-dire la renaissance de la médecine psychédélique. Et effectivement, une de mes motivations, c'est de constater qu'en psychiatrie, en gros, depuis 3 décennies, il n'y a pas vraiment eu d'innovation, depuis le Prozac, en gros, et qu'il y a 20% des gens qui sont résistants aux antidépresseurs, alors qu'il y a 300 millions de personnes sur la planète qui sont en dépression. Il y a un suicide toutes les 40 secondes. Enfin, c'est quelque chose, c'est un peu le mal du siècle, puisque la société aussi fabrique du mal-être. On a vu que pendant le Covid, il y avait une augmentation énorme de la prise d'antidépresseurs par les jeunes, plus 60%. Donc, tout ça avec des médecines qui ne résolvent pas les gens qui sont en impasse thérapeutique, qui rechutent, qui essayent un peu tout. Or, la médecine psychédélique, bien explorée dans les années 50-60, on va en reparler, je pense, eh bien, peut être une piste d'innovation intéressante. C'est-à-dire, en fait, les psychothérapies augmentées par un certain nombre de substances psychotropes, comme la MDMA, donc le principe actif de l'ecstasy, ou la psilocybine, principe actif des champignons hallucinogènes, ou le LSD, acide lysergique, inventé par la Suisse. C'est les 3 les plus utilisés en essais cliniques, disons, et vraiment qui donnent actuellement des résultats prometteurs contre beaucoup d'affections mentales qu'on ne sait pas soigner, au fond. Dépression résistante, alcoolisme, enfin toute forme d'addiction, stress post-traumatique, soit de personnes qui ont eu des abus sexuels ou qui ont subi des abus sexuels, ou de vétérans des guerres, ou de professions qui ont des expositions au danger, terrorisme ou urgentistes même,
tout ce qui est angoisse de fin de vie. On voit dans quel état sont les gens, ou même des gens qui ont des maladies potentiellement mortelles comme le cancer, sont en détresse. Or, ces substances peuvent, dans le meilleur des cas, et bien utilisées et bien contrôlées, soigner. Donc on va voir que un des grands axes de votre enquête, c'est que ça peut aider, mais dans des conditions extrêmement précises qu'on va développer, et que sans doute leur condamnation à un moment donné, il y a aussi des raisons politiques et tout ça, mais en partie parce que c'est pas exactement le même cadre que prendre un médicament. Il y a besoin d'un cadre plus précis. Donc je dis tout de suite pour ceux qui nous écoutent, on ne va pas dire voilà, prenez de la psilocybine ou de la MDMA pour guérir. C'est interdit en France. C'est interdit en France, mais en plus, les essais sont faits dans un cadre extrêmement précis. Pour que ça marche, c'est pas juste la substance, c'est le cadre dans lequel on prend qui joue un rôle aussi important. Est-ce qu'on peut essayer de revenir quand même un peu sur l'hémorragie de ce trouble post-traumatique et que vous analysez bien, vous donnez des chiffres qui sont vraiment 13 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. Oui, parce que ça touche, encore une fois, en fait, toute forme de trauma qui s'est produit au cours de la vie. Donc, il y a les maltraitances dans l'enfance, tous les cas d'inceste, par exemple. On a vu en France à quel point, en fait, c'était un sujet tabou, mais qui commence à être révélé. Donc, tous les viols, les abus sexuels de toutes sortes et toutes les guerres. Et donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, le stress post-traumatique est pris plus au sérieux parce qu'il y a toute cette population de vétérans. Donc, dans mon enquête, j'en ai fait parler certains qui ont été soignés avec des psychédéliques, qui ne se remettent pas de leurs engagements, que ce soit depuis le Vietnam, en Irak, en Afghanistan, au Panama. Et ces gens ont des vies fracassées et se suicident vraiment comme des mouches. Je veux dire, tous les jours, aujourd'hui encore, il y a 40 suicides de vétérans aux États-Unis. Donc, il y a des associations de vétérans qui ont fait un lobbying auprès de l'administration américaine. Et aujourd'hui, le département des affaires des vétérans, qui dépend de l'armée, finance des essais psychédéliques aux États-Unis. Donc, une partie de la renaissance est due. Et pour le stress post-traumatique, les États-Unis ont été très loin sur l'utilisation de thérapies augmentées par la MDMA, qui est le principe actif de l'ecstasy. En fait, ecstasy qu'on connaît parce que les gamins le prennent pour faire la fête dans des raves ou de manière illégale et de manière festive. Mais comme vous le disiez, le cadre et l'intention, en fait, conditionnent complètement l'effet de la molécule. Et quand c'est pris dans le cadre d'un essai clinique avec des psychothérapeutes ou des psychiatres, ça a des effets incroyables sur dépasser son trauma. Alors peut-être on peut commencer par le MDMA. Comment ça modifie le fonctionnement du cerveau? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Alors, on ne sait pas tout, parce que le cerveau est une machine ultra compliquée, mais on a découvert que, en fait, la MDMA permettait de revivre les traumas dans un cadre sécurisé et thérapeutique, et par là d'arriver à la dépasser. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça paralyse dans le cerveau les circuits de la peur, et qu'il y a une plasticité neuronale, mais ça c'est vrai de beaucoup de substances psychédéliques, une nouvelle phase d'apprentissage, en fait, qui se produit dans le cerveau, et qu'on peut alors être beaucoup plus perméable à une psychothérapie, et cesser de s'identifier en fait au statut de victime qu'on a quand on est victime de trauma. Donc c'est très très spécifique comme manière d'agir de la MDMA. Oui, c'est vraiment, absolument. Donc c'est pas que ça efface. On range le souvenir du trauma, dans une autre case du cerveau. En fait, pour résumer par rapport à des gens qui sont pas scientifiques, on remet ce souvenir là où il devrait être, au lieu qu'il soit sans arrêt réactivé. Ce qu'ils appellent, en fait, les gens qui sont en stress post-traumatique, par exemple les vétérans des guerres, chaque bruit, chaque explosion les remet dans un état de traumatisme actif. Donc le souvenir, au lieu d'être mis dans la boîte passée, j'ai vécu ça, bien rangé, ouais. Il est absolument actuel. Et la MDMA, en bloquant le système de la peur sans effacer le souvenir, donc je vois ce que j'ai vécu, mais je n'ai plus la même terreur, ça me permet de l'intégrer autrement dans ma psyché. Absolument. Et non seulement je le vois, mais je le revis. C'est-à-dire que la MDMA
Donc moi, j'en ai pris à une occasion, mais tout de suite, ce qui surgit, c'est des traumas, connus ou inconnus. Si bien que, par exemple, je connais des gens qui avaient des traumas d'enfance qu'ils ne connaissaient pas, genre inceste. Tout de suite, ils ont vu le film. C'est-à-dire, on revoit, mais vraiment cinématiquement, les circonstances. Donc, ça peut être perturbant. Et encore une fois, c'est pas juste la molécule qui fait le travail. C'est vraiment l'accompagnement psychothérapeutique également. Mais j'ai des témoignages, moi, de gens qui ont fait ces essais cliniques avec MAPS, donc, qui est la principale association aux États-Unis qui a poussé ces médecines. Et par exemple, une femme qui a été violée par son patron au cours d'un séminaire, eh bien, elle me dit, je ne m'identifie plus à ce statut de femme violée, de victime. Non seulement j'ai dépassé ce trauma, mais j'ai pu pardonner aussi, puisque la MDMA, c'est la drogue de l'ouverture du cœur et aussi de l'estime de soi. Donc, elle a récupéré l'estime d'elle-même et elle a cessé de s'identifier comme victime de ce viol. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant et il s'en est fallu de très peu pour que la MDMA soit autorisée par la Food and Drug Administration, donc l'administration médicale américaine, à l'été 2024. Et à mon avis, dans les 2 ans qui viennent, ça le sera probablement, ainsi que la psilocybine, on pourra en reparler. Mais la MDMA est vraiment indiquée sur le stress post-traumatique. Et moi, je regrette qu'en France, il y a quelques essais cliniques, on pourra en parler, mais pas du tout rien sur la MDMA. Alors que tous les jours, on entend parler d'histoires de viols, de traumas non dépassés. Ce qui est vraiment intéressant, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur l'essai sur la dépendance à l'alcool et la dépression, en fait, avec de la psilocybine, cette fois à Nîmes, en fait, la psychiatre a découvert que ça soignait aussi les traumas d'enfance, en fait, puisque beaucoup de gens qui sont victimes d'addiction, c'est à cause de traumas d'enfance ou de multi-traumatisés, je dirais, eh bien, ça soigne ça. Donc, vraiment en amont, en fait, des symptômes que sont la dépression et l'addiction. Dans la MDMA, donc, il y a un aspect, on a vu, ça calme l'amygdale, qui est le centre de la peur, mais ça augmente l'ocytocine, et c'est sans doute ça aussi, donc on se sent, ce que vous avez dit, c'est sans doute ça qui fait qu'on se sente davantage en bienveillance et en confiance. On se sent extrêmement bien sous MDMA, donc moi je peux le témoigner, j'en ai pris 2 fois dans ma vie, c'est juste une pilule, mais tout à coup, on est dans un état de bonheur absolu, et on se dit, pourquoi je ne suis pas tout le temps comme ça ? Et on revisite, en fait, les points qui sont problématiques dans sa propre vie. C'est vraiment un voyage intérieur très profond, mais le mental est quasiment paralysé, arrêté. Donc, on s'autorise à penser des choses qu'on n'aurait pas pu penser en analyse classique, parce que ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient des émotions. Et du coup, ça surgit en dépit des blocages mentaux. C'est ça qui m'a frappé, moi, dans mon expérience. Donc, aussi, j'allais venir, un des grandes singularités de votre livre, c'est à la fois de faire une enquête, vraiment de journaliste, qui va interroger à la fois ceux qui sont des thérapeutes, à la fois des malades. Vous nous emmenez dans des endroits les plus invraisemblables. Oui. C'est tout à fait passionnant, parce que voilà, pour l'instant, c'est des gens un peu en pointe, c'est des gens très intéressants un peu partout qui s'occupent de ça. Mais vous avez aussi, et vous le racontez, fait vous-même l'expérience. Oui, j'ai un peu copié sur le grand journaliste américain qui s'appelle Michael Pollan, qui a publié en 2018 le livre de référence. Il avait travaillé 4 ans là-dessus, il avait lui aussi essayé les substances, mais je ne les ai pas essayées juste en tant que journaliste, parce que c'est quand même quelque chose de pas anodin de prendre ces substances. Je les ai essayées aussi parce que personnellement, je venais de subir 2 deuils familiaux, une séparation, et que j'étais en état de déprime, on va dire, et que j'étais convaincue que contrairement à la classification de ces substances, elles ne sont pas addictives, elles ne sont pas toxiques et elles ont un intérêt médical. Toutes choses qui sont, en fait, elles sont classifiées comme addictives, toxiques et sans intérêt médical, ce qui date des années 70. Mais j'étais convaincue, en fait, que bien accompagnée, ça se passerait bien. Et pour moi, si ça ne m'avait pas fait autant de bien, je n'aurais jamais écrit ce livre. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait ? J'ai fait ça pour une enquête pour le Nouvel Obs. Et si ça ne m'avait pas à ce point réussi, je n'aurais pas poursuivi, je n'aurais pas été motivée à ce point-là pour faire le livre. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Là, on n'est pas sur un divan, mais en gros,
pour la première fois de ma vie, je me suis aimée, ce qui était quand même à un âge assez avancé, donc c'était il y a 4 ans. Et de fait, j'ai revisité un peu toute ma vie sous un autre jour. Je me suis dit, pourquoi je ne suis pas aussi heureuse que sous MDMA ? Et franchement, certains traumas d'enfance qu'on connaît, mais dont on ne mesurait pas l'empreinte sur sa vie, en fait, ressurgissent. Et tout à coup, on mesure à quel point on était, en fait, enfermé par ces traumas, premièrement. Et deuxièmement, puisqu'on est dans un état de bonheur, on se dit, il faut poursuivre. On arrive, et cette estime de soi vous pousse à savoir dire non, par exemple, quand on ne savait pas, et aussi à savoir dire oui aux choses qui vous font plaisir. Donc, moi, je dirais que ça a changé mon rapport à l'existence, carrément, en une pilule. Donc, voilà. Je suis content de ce que vous dites, parce que donc, moi, je n'ai pas pris de MDMA, mais je n'arrête pas de montrer le lien entre le fait d'avoir de l'estime pour soi et de pouvoir dire non et de pouvoir dire oui. Bien sûr. Je crois que c'est vraiment la clé, que le signe qu'on sème, c'est que du coup, on ose aller en direction de ce qui est bon pour soi. Évidemment, et d'ouverture aux autres aussi, sans peur. Enfin, ça a changé énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas provisoire. C'est un déclic qui se fait. Et cette plasticité neuronale fait qu'on emprunte de nouveaux chemins cognitifs et que si on les entretient, eh ben, c'est durable. Est-ce que vous pouvez décrire un peu qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer, comme expérience pour de bon ? Ben moi, je me suis admirée. C'est-à-dire, j'ai revu mon parcours professionnel, personnel, voilà, ma carrière journalistique, mes 3 enfants, et tout ça. Et je me suis dit, mais finalement, tu as réussi énormément de choses. Tu es quelqu'un de formidable. Et avant, vous le voyez pas. Je me suis admirée. Pour la première fois de ma vie, je me suis admirée. Donc, c'est comme si, avant, il y avait comme une forme de voix comment on pourrait dire ? Oui, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais peu d'estime de moi. En dépit de tout ce que les gens peuvent vous dire ou des choses qu'on réussit, c'est vraiment un sentiment très, très profond, très intérieur, qui date d'une éducation, de la place dans la fratrie, de tout ça, de parents absolument comme des statues du commandeur l'un et l'autre. Enfin bon, c'est psychanalytique. Donc. Oui, puis après, en même temps, dans une des révolutions des psychédéliques, c'est cette expérience qui, normalement, est un peu tabou. Tout le monde, on parle quand même beaucoup du fait que c'est pas bien de s'aimer. Moi, je suis absolument pas d'accord. Mais c'est un peu... Oui. On vit un peu... Beaucoup de gens ne réussissent pas à s'aimer parce que on n'a pas valorisé cette approche-là de l'existence. C'est pour ça qu'on pourrait dire que les psychédéliques reposent quand même aussi, ceux qui en prennent, ceux qui le défendent, sur une autre vision de l'humanité. Oui, je pense, oui. Parce que, disons, on est libéré, disons, d'une certaine vision culpabilisatrice de l'être humain. Absolument. Pouvoir s'admirer... Pour beaucoup de gens, non, on n'a pas le droit, c'est égocentrique, pour qui tu te prends. Toute cette culpabilité judéo-chrétienne, etc., qu'on vous colle, voilà. Là, on en est libéré. C'est très libérateur. De ça. Ouais. Donc, dès la première séance, il y a eu un changement pour vous. Oui. Donc, qui vous a donné, peut-être on peut maintenant, qui vous a donné, disons, l'envie de poursuivre et de vous engager et d'essayer de montrer, au-delà de votre cas personnel, pourquoi ça marchait pour beaucoup de gens, et des gens qui vivaient des traumas beaucoup plus graves. Peut-être on peut revenir maintenant à l'histoire de pourquoi on en est là aujourd'hui, avec cette petite timide renaissance, pourquoi ça a été condamné, pourquoi ça a eu son âge d'or, comment on peut expliquer que ce champ de recherche a été abandonné pendant 40 ans. Alors, on revient peut-être la découverte de ces substances. Les 2 principales substances sur lesquelles on portait les essais cliniques dans les années 50, c'était les champignons hallucinogènes, donc la psilocybine, qui a été importée aux États-Unis par Gordon Wasson, qui était quelqu'un de marié à une Russe. Et lui, il travaillait comme communicant à Wall Street, mais sa femme était très portée sur les champignons. Et ils ont fait un voyage au Mexique, où ils ont découvert à travers Maria Sabina et des villages là-bas les sacrements, ce qu'ils appellent les champignons magiques ou divinatoires. Et il a trouvé ça incroyable, il les a essayés lui-même. Il a emmené d'ailleurs dans cette aventure un Français qui était son ami, qui était le directeur du Muséum d'histoire naturelle, Roger Haim.
Et ensuite, ils ont importé ces champignons aux États-Unis et en Europe. Donc on peut déjà dire là... Et c'est le laboratoire Sandoz qui a synthétisé la psilocybine, c'est-à-dire qui a isolé le principe actif dans les champignons qui produisait cet effet. Le même laboratoire qui a inventé le LSD, en fait, où Albert Hofmann, chimiste chez Sandoz, avait travaillé sur l'ergot du seigle et le laboratoire pensait que ça pouvait avoir des applications médicales, on ne savait pas lesquelles. Et puis en faisant sa synthèse, en fait, par mégarde, il en a absorbé une toute petite dose et il a eu le premier trip au LSD de l'histoire de l'humanité, très très fort parce qu'il croyait en avoir absorbé très peu, mais en fait il en a absorbé énormément. Et à partir de là, il s'est dit, mais ça peut-être avoir des applications en psychiatrie. Et Sandoz a inventé un médicament qui s'appelle le Délicide et l'a offert absolument à toute la psychiatrie occidentale en disant, prenez-en, donnez-en à vos patients, on verra ce que ça fait. Et c'est comme ça que le LSD est devenu en fait le médicament de la psychiatrie, notamment en Californie, que Cary Grant a été soigné au LSD et qu'il a témoigné du bienfait que ça lui a fait sur tous ses rapports avec sa mère qu'il avait abandonnée, etc. Je vais juste revenir à ce que vous avez raconté, parce qu'on voit bien que si le LSD est inventé et découvert par Hofmann en Suisse, le principe qu'on trouve dans les cactus, que ramène en Occident Watson, est donc quelque chose... Alors lui, il ramène les champignons, mais les cactus, c'est autre chose. C'est la mescaline. Les champignons. Il y a la mescaline aussi. Mais les champignons donc, sont complètement ancrés dans la culture... Oui, c'est-à-dire que dans ces substances, il y a des psychédéliques naturels qui viennent des cactus, donc la mescaline, des plantes de la forêt amazonienne, l'ayahuasca, qui est un mélange d'une liane et d'une plante, et des psilocybes qui en fait poussent au Mexique, mais aussi dans nos campagnes. En fait, c'est un champignon assez commun, il ne faut pas le confondre avec d'autres, mais qui contient la psilocybine. Donc ça, c'est les substances naturelles. Et à côté de ça, il y en a qui ont été synthétisées, comme la MDMA, ou comme le LSD. Parce que ce qui m'intéressait aussi de souligner, c'est que du coup, on voit que nous, on le découvre, mais des peuples ont utilisé ça. Ah non, mais ça fait des millénaires. Ça fait des millénaires que les gens utilisent ça comme soin. Parce que je trouve, des fois, les gens ne le savent pas. Des gens oublient que pour nous, on a l'impression qu'on est en train de découvrir quelque chose, mais que c'est une base de soins très ancrée. Il y a des religions autochtones un peu partout, même en Égypte ancienne, on a retrouvé dans des vases que des traces de psychotropes. Et donc, chaque en fait, peuplade ou territoire sur la planète avait ses propres psychotropes naturels, souvent utilisés comme des sacrements ou pris par des chamans ou des soigneurs ou des guérisseurs pour soigner les autres gens, pour connaître des transes et parler avec l'au-delà. Oui, donc il y a tout un... Je trouve que c'est passionnant, parce qu'on voit qu'à l'origine, ces substances étaient utilisées à la fois comme guérison, à la fois comme ouverture spirituelle, et peut-être aussi, c'est ça qui fait qu'il y a des réticences aujourd'hui. Oui, même les conquistadors, par exemple en Amérique latine, sont efforcés d'interdire les cultes aux champignons hallucinogènes parce que c'était le christianisme, ils voulaient convertir. Donc ça a été réprimé une première fois là. Bon, ensuite, on a redécouvert ça comme un moyen de soin et ça a été très, très, très répandu et très étudié dans les laboratoires dans les années 50-60 avec beaucoup de publications scientifiques, la première vague, déjà concluante et déjà mettant au point ce que les anglo-saxons appellent le set and setting, c'est-à-dire tout le cadre dans lequel ces substances peuvent être bénéfiques. Donc, préparer le patient, parler avec lui de ses intentions, ensuite lui donner ces substances dans un cadre bienveillant, avec une jolie lumière, une jolie musique, pas dans un hôpital sous des néons, et ensuite... Troisième phase, l'intégration, c'est-à-dire voir avec lui ce qu'il a tiré de son voyage et comment il peut en tirer bénéfice par rapport à ses traumas ou ses problèmes personnels. Et tout ce cadre de set and setting, déjà dans les années 60, a été inventé par les psychiatres de l'époque. Donc peut-être on va revenir, peut-être on peut explorer ça davantage, parce que ça c'est vraiment important, le cadre set and setting. Aussi, c'est quelque chose qui est peu connu, les gens ont l'impression qu'il s'agit juste de prendre une substance, je l'ai dit en introduction, que non, le cadre, parce que ça ouvre, ça nous rend plus vulnérables, plus sensibles à plein de choses. Donc si on se trouve dans une situation qui n'est pas favorable,
Absolument, oui. ça peut être complètement négatif. Et même, on peut être victime d'abus, etc., parce qu'on est en état de vulnérabilité, d'ouverture totale, et il peut y avoir de l'emprise par rapport aux gens, de gens mal intentionnés à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que l'éthique de cette nouvelle médecine est hyper importante. Et donc, le 7 esthétique, c'est vraiment créer un cadre, et ça a été beaucoup, beaucoup étudié, comme vous dites, dans les années 50. Quel est le cadre serein, rassurant, qui permet de faire cette expérience? Donc, je pense qu'il est important de dire un peu les grands principes. On est accompagné. Vous avez dit, faut parler de son intention, mais après, pendant tout le temps du voyage, oui, qui est très long. Hein. Ça peut durer entre 6 heures pour la MDMA, disons, à 10 heures, voire plus pour le LSD. Donc, on est accompagné. Donc, la chose qui est très importante, c'est... en France, les gens peuvent le faire, parce que comme on l'a dit, c'est interdit, mais si les gens le font, dans certains pays, c'est possible de le faire. C'est très important de le faire dans ce cadre où on est accompagné. C'est pas juste une parole en l'air pour dire faites attention. C'est vraiment... c'est des gens qui ont été formés à cet accompagnement, qu'on appelle le trip sitting, c'est-à-dire comme les babysitters, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne ait déjà été confrontée à des situations difficiles vécues par des gens qui sont sous substance, parce qu'il peut arriver soit que des traumas ressurgissent, soit qu'on voit des choses terrifiantes et qu'on se mette à crier, qu'on se mette à s'agiter, voire à vouloir s'enfuir. Donc ces gens doivent être vraiment entraînés à gérer un éventuel bad trip, parce que ça existe. Et ça change tout. Ça change tout. Ça et puis aussi, il donne ce qu'on appelle le plan de vol, c'est-à-dire moi, mon psychothérapeute m'a dit, mais si ça vous arrive, accueillez des visions terrifiantes, même si elles viennent, demandez-leur ce qu'elles ont à vous dire, respirez profondément, parce que c'est aussi quelque chose qui... Et puis, ensuite, on passe à une autre séquence dans le voyage. Donc, c'est des choses très simples, mais si on ne les sait pas, on peut paniquer ou ne pas en tirer bénéfice. Donc, tout ça, c'est mis en place dans les années 50. Dans les années 70, on arrive à une nouvelle phase que vous décrivez très bien. Alors, voilà, comme ce laboratoire sans dose donnait du LSD, en veux-tu à voilà, à la planète entière, il s'est répandu dans des cercles non thérapeutiques et en particulier sur les campus universitaires, en plein mouvement de contre-culture, de refus de la guerre au Vietnam. Et donc, c'est devenu un peu l'emblème des hippies, de la contre-culture des années, fin des années 60, début des années 70. Et du coup, Nixon et son administration, on se souvient de Timothy Leary, qui était l'ennemi numéro 1. Donc, c'était ce professeur qui, lui, essayait ça avec ses élèves. Donc, effectivement, il y a beaucoup de bornes éthiques qui ont été dépassées à ce moment-là. Mais le plus important, c'est que l'administration Nixon a dit « c'est fini, war on drugs », donc on fait la guerre à la drogue, et étaient assimilées comme drogue toutes ces substances qui étaient en fait des médicaments, d'une certaine manière, quand ils étaient bien utilisés. Et ça a tué absolument la recherche à ce moment-là, c'est-à-dire du jour au lendemain, pratiquement, ces substances ont été classées en 1971, potentiel d'abus, toxique et sans intérêt thérapeutique. Les trois choses étant complètement fausses. Puisque depuis, on a fait des graphiques où, par exemple, David Nutt, qui est un psychiatre britannique, a montré que la psilocybine était le psychotrope le moins nocif à la fois pour soi et pour la société. Alors qu'en tête, il y avait crack cocaïne et héroïne. Oui, ce qui est terrible, Mais la MDMA et la psilocybine étaient tout en bas, tout en bas. C'est un peu paradoxal de mettre dans le même panier la cocaïne et le MDMA et la psilocybine. Mais en France, il y a un amalgame total. C'est des stupéfiants. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup moins dangereux que l'alcool et que le tabac. Oui, et même David Nutt, il a été viré pour ça, a dit « c'est moins dangereux de prendre de l'ecstasy que de monter à cheval ». Alors, vous vous rendez compte, en Grande-Bretagne, le scandale. Dans les années 70, donc on a vu, il y a la contre-culture qui prend ça. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui ont fait que ça a créé un problème. Donc, il y a eu des exagérations, ce que vous décrivez. Il y a aussi le fait que les gens qui prenaient ces substances n'avaient plus envie de faire la guerre au Vietnam, puisqu'on rentre dans comme vous l'avez dit, un sens de paix et d'amour. Et donc, c'est aussi un des axes. C'était un mouvement pacifiste, oui. C'est un des axes pourquoi Nixon a voulu interdire la drogue. C'était pas tellement la peur qu'il avait de la drogue, mais de ce que ça impliquait politiquement. Oui. Donc, il y a une sorte de... Je trouve que c'est toujours intéressant quand on parle parce qu'il y a à la fois un aspect purement médical, mais il y a un aspect aussi de vision du monde. Et on sent
que cette vision du monde, disons, très positive, très heureuse de l'humanité, ça crée aussi une résistance. Et qu'on sent la résistance de Nixon, c'est aussi contre, disons, la vision humaine qui se dégage de. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des accidents, parce que les gamins qui prenaient ça sans contrôle, sans être surveillés, etc., ils pouvaient, au cours de leurs hallucinations, se mettre en danger. Donc soit prendre le volant avant des accidents, soit penser qu'ils étaient des oiseaux et se jeter par la fenêtre. Mais il n'y a, par exemple, aucune statistique sur le nombre d'accidents ou d'incidents dus à ces psychotropes dans ces années-là. Alors que les médias sont remplis de contre-vérités scientifiques, ça grille le cerveau, ça rend fou. Et cette panique morale, en fait, médiatique, elle a été importée en France, y compris dans le journal Le Monde, par Escoffier-Lambiotte, qui était une journaliste médicale reconnue et qui a avalé un peu toutes les contre-vérités américaines. D'où aussi en France une panique morale sur le LSD, une interdiction, même avant même, en 1966, avant même l'interdiction aux États-Unis. Je crois que c'est très moche, comme vous dites, pas panique morale. Oui. Je pense qu'il faut c'est Zoé Dubus, l'historienne de ces substances, qui fait un très beau travail, qui est une historienne française, qui a voilà, ce concept de panique morale était très important parce qu'en fait, les stigmates et les contre-vérités subsistent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire même moi, dans mes milieux, quand je dis que j'ai fait ça au cours d'une psychothérapie, on me dit « Ah bon, tu te drogues ?» Non, je ne me drogue pas du tout. Je me soigne. C'est fou. Oui. Dans des milieux progressistes. Voilà. Nouvelle Obs, milieu de gauche, je réinstruis. Ah bon, tu te drogues maintenant? Non. C'est fou. Voilà, et donc en France, voilà, on pourra parler de la France, mais ces stigmates sur ces substances sont hallucinants au jour d'aujourd'hui encore. Comment ça se fait? Comment vous expliquez en France cette sorte de panique morale? Alors, en France, c'est un peu particulier parce que à Sainte-Anne, par exemple, le professeur Delay, qui était un des principaux psychiatres qui expérimentait avec ses patients, n'a pas respecté le set and setting que les Américains avaient mis au point. Et donc, il administrait le LSD à des patients sur un lit d'hôpital avec des néons. Et il leur donnait ça. Et puis, ils étaient laissés seuls face à leurs démons, si je puis dire, pendant des heures et des heures. Et donc, ça n'a pas été concluant en France comme ça a pu être concluant en Californie, où ils avaient raffiné complètement les méthodes d'administration et que pendant la prise, voilà, les gens étaient accompagnés de manière bienveillante, etc. Donc, en France, il y a ce syndrome, finalement, ça ne marche pas aussi. Et ensuite, il y a plein de raisons pour lesquelles on est très en retard aujourd'hui sur la Renaissance. Et à mon avis, une des principales raisons, c'est l'état de notre psychiatrie. Quand même, les professionnels, déjà, manquent de moyens, manquent de personnel pour s'occuper de leurs patients, alors qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, lire les études étrangères, mettre au point des protocoles d'essais cliniques et de recherche, en plus de tout ça, c'est héroïque. Donc, il y a quelques-uns qui le font. On pourra en parler des essais cliniques en France. Mais franchement, c'est le chemin de croix d'essayer de faire avancer cette science en France. Et puis, on a cette culture politique de la répression, du tout prohibition. On voit bien aujourd'hui voilà, les gouvernements successifs, et même sur le cannabis, où il y a eu rapport sur rapport en disant peut-être que, vu ce qu'on fait, ça ne marche pas, on devrait peut-être essayer autrement. Mais l'ouverture... Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler à un ministre de la Santé de ces essais cliniques et de cet espoir en psychiatrie. Dès qu'on parle de ces substances, c'est le ministère de l'Intérieur, la Midelka, ça peut être des sectes, c'est voilà, Miviludes, tout ça. Et donc, c'est le système répressif, en fait, qui parle de ces substances. En France, il y a quelques essais cliniques qui sont lancés. Alors, voilà, sur la planète, il y a à peu près 300 essais cliniques. La plupart sont aux États-Unis, en Angleterre. Donc, on a dit aux États-Unis, c'est pas tellement qu'ils sont plus progressistes que nous. C'est en partie par des associations qui sont très puissantes, comme les associations de vétérans. Et puis le financement privé, puisque voilà, toute la Silicon Valley, on pourra en parler, est pro-psychédélique, pratique, absorbe, etc. Et le fait que c'est des vétérans, vous le montrez bien, on n'imagine tellement pas des vétérans se droguer, ils représentent quand même une certaine idéal. Alors un documentaire que je recommande sur Arte, qui s'appelle « In Waves and War », donc dans les vagues et la guerre, où on voit des Navy Seals, donc vraiment les vétérans, les gars costauds, etc., qui sont complètement
détraqués, perdus, et que dans une étude de Stanford, ils les envoient prendre de la psilocybine au Mexique. Ah non, là, c'était une autre substance, c'était de l'ibogaïne. Enfin bon, un psychédélique au Mexique, et ils reviennent complètement transformés. Ce documentaire est très, très frappant. Donc il y a plein d'associations de vétérans qui font ça. Donc ça a beaucoup aidé. Ils les envoient en Amérique latine, ils les envoient au Mexique. Et du coup, il y a un gros lobby des vétérans pour la légalisation médicale de ces thérapies. Oui, puis vous avez raison, il y a les financements de la Silicon Valley. Massif, parce que ils pensent que peut-être d'abord c'est la nouvelle frontière, donc c'est cette obsession de l'innovation, alors qu'en France on a peur de l'innovation, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est en retard. Eux financent, et les Peter Thiel, les Sam Altman, tous ceux qui sont, disons, à la pointe sur la technologie, l'intelligence artificielle, pour le pire quelquefois, ceux-là mettent beaucoup d'argent aussi dans la recherche psychédélique, et tous les labos universitaires sont financés par des mécènes comme ça de la Silicon Valley ou de Wall Street. Alors qu'en France, le modèle, c'est l'argent public, donc là aussi, c'est quand même plus compliqué à obtenir. Donc en France, on a tout juste démarré. Il y a une étude finie qui était au CHU de Nîmes contre des gens qui étaient atteints d'alcoolisme et de dépression et qui étaient absolument en rechute permanente et résistants au traitement. Étude pilote, donc que 30 personnes, mais qui a donné des résultats publiés en juillet dernier vraiment très prometteurs sur l'acceptabilité, sur la non-toxicité et surtout sur l'efficacité. C'est-à-dire que au bout de 3 mois, après les prises, le groupe, parce qu'il y a toujours un groupe qui prend et un groupe de contrôle, le groupe qui avait absorbé la psilocybine à haute dose était abstinent à 50%, alors que le groupe témoin à 11% seulement. Donc il y a vraiment un espoir que ces thérapies puissent sortir de l'usage de l'alcool non contrôlé, beaucoup de gens. Et en France, c'est un mal français, l'alcoolisme. 43 000 morts par an, voilà, ça, on ne sait pas faire. Ça, c'est aussi complètement contre-intuitif. La psilocybine pour lutter contre l'alcoolisme, ça c'est aussi... Oui, LSD et psilocybine contre les addictions. Même le LSD contre les opioïdes aux États-Unis, qui sont vraiment un fléau. Donc on est dans le paradoxe. Les opioïdes ont été libérés. Les opioïdes sont des médicaments, et il y a des centaines de milliers de morts aux États-Unis. Et la psilocybine est interdite. Et la psilocybine et le LSD sont interdits, alors que ça peut sortir les gens des véritables addictions. On n'a pas, et c'est important de dire, il n'y a pas connu d'addiction au LSD. Alors, non, ni au LSD, ni à la psilocybine. Alors, il peut y avoir, pour des gens, des addictions d'usage. Il n'y a pas d'addiction chimique. C'est-à-dire, c'est pas comme l'alcool ou le tabac. Il n'y a pas un manque. Voilà. C'est parce qu'on a pris la psilocybine qu'on non, sent qu'on alors, a besoin. Comme c'est très agréable, et si on est un peu paumé, etc., on peut être amené à en prendre trop. Mais aux Pays-Bas, où on peut acheter de la psilocybine, il y a aucun... On signale aucun... On ne peut pas mourir d'overdose de psilocybine. Ça n'existe pas. En revanche, sur la MDMA, des prises trop fréquentes peuvent entraîner certains problèmes cardiaques, etc. Et sur la kétamine aussi, qui est un autre psychédélique qui, lui, est utilisé à l'hôpital, il peut y avoir des abus de kétamine qui fragilisent le système rénal, urinaire, etc. Donc, encore une fois, c'est pas des bonbons. On ne peut pas prendre ces substances à la légère, et il faut les prendre dans un cadre, il faut les prendre en petite quantité, c'est-à-dire que le modèle, par exemple en Suisse, ils peuvent soigner des gens une fois par an avec des psychédéliques, et puis ensuite travailler toute l'année en psychothérapie orale sur ce que la personne aura découvert pendant son voyage. Contrairement aux antidépresseurs qu'on doit prendre tous les jours, là c'est une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, ou 2-3 prises tous les 6 mois. Donc en France, il y a quelques essais, mais là vous avez pas... Alors, oui. J'ai parlé de celui du CHU de Nîmes, qui est le seul essai publié. Il y a des essais cliniques en cours à Sainte-Anne, à la Pitié-Salpêtrière, sur les dépressions résistantes avec la psilocybine. Et là, c'est un essai multicentrique, en fait, qui dépend d'une société britannique, en fait, parce que là aussi, à Nîmes, le docteur Luquin a monté son essai clinique toute seule. C'est-à-dire qu'elle doit se fournir la substance, grade pharmaceutique, elle design l'étude, elle fait toute seule. Il y a d'autres possibilités qui est de se raccrocher à une étude clinique industrielle faite par des anglo-saxons, ce qui est le cas de Lucie Berkovitch à Sainte-Anne.
Et là, elle n'est pas prête de publier parce qu'il faut des suivis à 3 mois, des suivis à 6 mois. Donc, je pense qu'elle publiera à la fin de l'année 2026, voire début 2027. Donc, ça démarre tout juste. Il y a un projet aussi qui est encalaminé depuis 5 ans dans l'administration de la PHP, de l'INSERM, etc., du LSD contre l'alcoolisme. Et c'est très ambitieux, très bien designé, qui n'arrive pas à démarrer pour des raisons bureaucratiques. Il est financé en plus. Donc, tout ça est quand même insensé quand on dit que, soi-disant, en 2025, c'est l'année de la santé mentale. Alors, en Suisse, c'est un peu le pays exemplaire. Alors, la Suisse est le pays le plus avancé parce que toutes ces substances sont administrées, non pas dans des essais cliniques, mais pour soigner les gens, où les psychiatres demandent des autorisations aux autorités, patient par patient et molécule par molécule, pour 1 an. Ils doivent juste prouver que ces patients étaient résistants aux traitements plus conventionnels. Et ils soignent tous les jours à l'hôpital de Genève, dans tous les hôpitaux suisses, les services psychiatriques utilisent ces substances avec beaucoup de succès. Donc moi, j'ai des témoignages de patients suisses qui ont été sauvés. Et beaucoup des témoignages que j'ai, les gens me disent « mais si je n'avais pas connu ces thérapies, je ne serais plus de ce monde ». Enfin, c'est des gens qui étaient au bord du suicide. Vous voulez nous en raconter une ou 2 histoires de gens que vous avez alors parlé? Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est pour la fin de vie. Et au Canada, on peut administrer la psilocybine en thérapie compassionnelle, c'est-à-dire des gens sont atteints d'un cancer stade 4, ils savent qu'ils vont mourir à moyen, quelquefois court terme, mais ils sont encore en pleine conscience, ils demandent l'autorisation de bénéficier de ces thérapies, et ce sont des thérapies de groupe, et donc il y a Thomas Hartle, qui est un de ces patients qui était atteint d'un cancer, qui avait métastasé un peu partout. Moi, je l'ai interviewé à un mois d'avril, en visio, évidemment, il était branché à des machines, etc., mais absolument serein. Et il m'a dit, mais avant de prendre ces traitements, je ne pouvais même pas sortir de ma chambre et parler à mes enfants tellement j'étais perclus, en fait, d'angoisse de mourir. Et il a fait ses voyages à la psilocybine à peu près 1 fois par an. Il me dit, ça m'a complètement changé mon rapport à ma maladie et au fait que j'allais mourir. Il a fait ce qu'on appelle un voyage mystique, bien qu'il n'était absolument pas croyant, mais notamment la psilocybine à forte dose est connue pour vous faire prendre conscience que vous faites partie d'un grand tout, de la nature, du cosmos, que sais-je. Moi, je n'ai pas fait de voyage mystique personnellement, mais apparemment, ça met complètement en perspective sa petite existence corporelle sur Terre et les gens partent sereins. Donc, ce Thomas en question, je l'interviewe en avril, il est mort en août d'après. Donc, et c'était incroyable la manière dont il parlait de ses voyages, et d'autant qu'il les a fait dans un cercle de gens qui avaient le même type d'angoisse, et aussi ces partages d'expériences entre eux étaient très bénéfiques. Donc ça, c'est un des témoignages qui m'a le plus frappé. En Suisse aussi, Jonathan, qui est l'arrière-petit-fils de Michel Simon, l'acteur, qui a une vie, mais qui est complètement cabossée. Donc sa mère, elle, était droguée, mais droguée addicte, et morte d'une overdose quand il avait 13 ans devant ses yeux. Auparavant, elle l'avait abandonné. Enfin bon. Et il était en dépression depuis 15 ans, il avait tout essayé. Et jusqu'à ce qu'il entende parler de ces thérapies, il a été soigné en groupe aussi par un psychiatre en cabinet privé, puisqu'en Suisse, ils peuvent le faire à l'hôpital, ils peuvent le faire en privé. Et il explique que ça lui a sauvé la vie. Il est tellement convaincu qu'il a monté une association de patients qui maintenant essaye de pousser des formations, parce qu'il y a un gros problème de formation, parce qu'il faut que les gens soient effectivement formés à administrer et accompagner ces thérapies. Mais la Suisse, pour moi, est un peu l'exemple, puisque le modèle américain, il sera toujours spéculatif. On voit ce qui se passe avec la kétamine, où, soi-disant, ils font de la télémédecine, ils envoient ces pilules aux gens chez eux, même sans vraiment vérifier s'ils en ont besoin, s'ils les prennent bien. Il y aura toujours un modèle spéculatif et très, très commercial. La Suisse, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait faire en France, c'est-à-dire former des gens, leur faire passer donner des agréments pour qu'ils utilisent ça, et l'utiliser à l'hôpital, mais aussi dans un cadre privé. Et moi, à titre personnel, je pense que même les psychothérapeutes, je veux dire, même pour des gens qui ne sont pas dans des situations désespérées, comme c'était mon cas,
c'est extrêmement enrichissant d'avoir ça comme un outil d'introspection. Et ça, je pense qu'en France, on est très très loin de ça. Déjà, il faut commencer par les gens qui en ont le plus besoin. Donc déjà, c'est un beau modèle, le modèle suivant, parce que ce serait non pas mettre en vente libre la psilocybine, non, absolument pas. Mais juste que les gens qui vraiment sont en grande souffrance puissent avoir accès à cela, parce qu'on voit que ça change la vie des gens. Ça peut leur sauver la vie et en tout cas les sortir de leur situation désespérée. Alors, il y a des pays qui ont libéralisé de manière complètement différente, dont les Pays-Bas, parce qu'en fait, on peut acheter des truffes de champignons, donc c'est pas exactement la même chose, mais ça contient aussi de la psilocybine. Dans les coffee shops, on trouve du cannabis. Et c'est pas légal, mais c'est toléré et c'est pas réprimé. Et donc, on peut faire des expériences aux champignons aux Pays-Bas, mais c'est pas une approche médicale. Ces gens-là n'ont pas le droit de dire ça va vous soigner ou c'est pas psychiatrique ni psychothérapeutique. Ils disent ouverture du cœur, connaissance de soi, développement personnel finalement. Et aux États-Unis, État par État, ils commencent aussi à libéraliser la psilocybine. Donc c'est le cas déjà en Oregon où j'ai fait l'enquête, dans le Colorado maintenant, bientôt au Nouveau-Mexique, je pense qu'en Californie aussi bientôt. Donc voilà, il y a des modèles de libéralisation extrêmement divers. Moi, je trouve que le plus intéressant, c'est de soigner des gens en fin de vie ou des gens en dépression résistante à tous les autres traitements ou en stress post-traumatique ou victimes d'addiction, pas seulement à l'alcool. Et donc, il y a des essais cliniques un peu sur tout, en fait, sur même des douleurs chroniques, même comportements alimentaires, de troubles de comportement alimentaire. Vous avez essayé, vous aussi, celui-là? La psilocybine, je l'ai essayé qu'en microdosage. Je n'ai pas encore essayé, peut-être ça viendra, si je sens que j'en ai besoin. Et le LSD? En trip thérapeutique. Alors, le LSD, je ne l'ai pas essayé. C'est beaucoup plus fort que la psilocybine et que la MDMA, je crois, me dit-on. Mais bon, j'ai pas du tout testé. Et ce que j'ai essayé, c'est l'ayahuasca. Donc, c'est un mélange de plantes qui est peu utilisé en essai clinique parce que, d'abord, c'est un mélange. Donc, on pourrait resynthétiser effectivement la substance active. Mais c'est très, très lié, pour le coup, à tout ce qui est rituel en fait chamanique, peuple d'Amérique latine, notamment les tribus Shipibo du Pérou, etc. Et donc c'est pas pratique à utiliser à l'hôpital et donc ça fait pas l'objet d'essais cliniques, mais c'est un peu le plus fort des psychédéliques en fait. Il est très très hallucinatoire, contrairement à la MDMA où il y a peu d'hallucinations et c'est plus des perceptions, un voyage intérieur. En LSD, on voit des choses assez hallucinantes, pour vraiment parler. Donc l'ayahuasca, peut-être vous pouvez raconter. Alors, l'ayahuasca, je l'ai essayé de manière légale aux États-Unis parce que tout ce qui est église ou enregistré comme église ou temple religieux a droit d'administrer ces sacrements. Ça, c'est tout à fait surprenant pour nous, les Français. C'est comme il y a les populations indiennes et d'Amérique latine qui sont très présentes aux États-Unis. On respecte leurs rites et leur religion et elles ont fait voter une exception religieuse où elles ont droit d'utiliser ces plantes dites entéogènes. Alors, il va sans dire que cette loi est quand même détournée, puisque j'ai pu acheter des champignons dans une église qui ressemblait vraiment en fait à un entrepôt de dealers, avec un menu comme dans un restaurant chinois où on dit on veut ça, voilà, pour votre sacrement, c'est $70. Vous avez dû devenir membre de l'église. Je les ai ramenés, mais je ne les ai pas essayés. Mais vous avez dû être membre de l'église. J'ai dû être membre de l'église, recommandé par quelqu'un qui était déjà membre. Donc il se trouve que c'était un capital risqueur de la Silicon Valley que je connaissais bien et que j'avais interviewé par le passé. Et j'ai vu, en l'interviewant en visio, qu'il avait un petit champignon dans sa véranda. Et je lui dis d'où ça vient? Il me dit oui, je suis membre de l'église des plantes entéogènes d'Auckland. Et je dis bon? Ah oui, on va là et puis on achète. Et je dis vous pouvez pas me recommander? Alors, par son entremise, je suis pour $5, je suis devenue membre de l'église. J'ai eu droit d'aller à Auckland et de demander mon sacrement. Voilà, sur un menu chinois. Donc, j'ai fait ça. Mais par ailleurs, j'ai été essayer l'ayahuasca dans un temple, là aussi, qui vraiment pratiquait avec la méthode des tribus péruviennes du Pérou, Shipibo, donc où on chante des Icarus, des chants
en live pendant toute la nuit, etc. Et on fait 3 nuits comme ça. Et pour moi, c'était extrêmement psychanalytique également. Parce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir des éléphants roses ou des ou que sais-je. C'est vraiment une meilleure connaissance de moi-même. Et avec l'ayahuasca, j'ai pu prolonger en fait les voyages que j'avais faits sous MDMA. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah non, mais là, c'était assez incroyable parce qu'on dit toujours, il faut parler à son enfant intérieur. Mais là, j'ai parlé à mon fœtus intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis sentie fœtus dans le ventre de ma mère. Et bon, après, j'ai compris beaucoup de choses en fait. Ensuite, on redéroule un petit peu toute son enfance et on retrouve des perceptions qu'on avait à 2 ans, à 3 ans, enfin des émotions. Et peu importe, parce que les gens disent, bah oui, mais c'est peut-être pas vrai. Mais en fait, c'est pas important que ce soit vrai ou pas vrai. Ce qui est important, c'est que ça sort de vos tripes. Donc, c'est ce que vous ressentez subjectivement de votre enfance ou de la manière dont vous avez été accueilli quand votre mère était enceinte, etc. Et donc, c'était très, très, très instructif pour moi. Quand on essaye de comprendre ce que vous essayez de faire, on voit que ça se situe dans un processus thérapeutique un peu inhabituel, parce que nous, nos processus thérapeutiques, la psychanalyse et tout ça, c'est très centré sur le mental. Et là, comme vous dites, c'est le cœur, oui, là, c'est paralyser le mental. Tout l'objectif, en fait, de ces psychédéliques, c'est que c'est plus le mental qui est aux commandes. Donc, c'est un tout autre rapport que le rapport psychologique habituel. On va dire, la plupart de la psychologie qu'on connaît, nous, en Occident, et alors encore plus la psychanalyse, c'est très mental, c'est très lié à la parole. Et là, on est dans un autre ordre, beaucoup plus corporel, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus... Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on laisse parler le corps et les tripes et le cœur à travers ces voyages. Et ensuite, on peut passer à une étape plus classique dans notre psychanalyse, qui est, bah oui, j'ai vu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi je le relie, etc. Donc, moi, je trouve que c'est l'alliance des deux qui est super intéressant, parce que il est rare qu'on soit juste guéri parce qu'on a pris ça une fois. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes et mon psychothérapeute m'a dit, en fait, pourquoi ça, moi, il m'a dit, vous avez passé le mur du son. Donc, encore une fois, tout le monde, ça ne réussit pas à tout le monde comme ça a pu me réussir. Mais pourquoi ça m'a réussi? C'est parce que j'avais déjà travaillé sur moi-même, j'avais déjà fait des psychothérapies, je connaissais déjà mes vulnérabilités, mes points de blocage, des traumas éventuels. Et j'ai pu relier tous les points et avoir le paysage complet. Et ça a été très, très libérateur pour moi. Donc, voilà, après, chacun a un cas particulier, c'est extrêmement subjectif. Et même d'un voyage à l'autre, c'était très différent pour moi. Ce qu'on voit, c'est que la conscience ordinaire est comme mis entre parenthèses. Alors, parlons des états modifiés de conscience. Ouais, non, voilà, moi, je n'aime pas la notion d'état modifié. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que la manière dont on fonctionne sous ces substances fait que la conscience ordinaire est... fait que... Alors, il y a une explication scientifique qui a été donnée par un neuropsychiatre, Robin Carhart-Harris, qui dit c'est le réseau de mode par défaut. Donc, c'est tout un réseau en fait cognitif du cerveau qui est comme anesthésié, comme mis en sommeil. Or, c'est ce réseau qui est responsable des ruminations névrotiques, si on est alcoolique, de se dire si je bois pas ce verre, j'arriverai pas à finir ma journée, ou le fait qu'on s'identifie à être victime de viol, etc. Tout ça est paralysé en fait par les substances. Et il y a d'autres connexions, et ça a été prouvé en imagerie médicale, qu'il y a des neurones qui se connectent, qui se connectaient pas avant. Donc il y a une espèce d'entropie dans le cerveau. Et ces nouveaux chemins cognitifs peuvent être salvateurs et permettre de nouvelles périodes d'apprentissage, comme quand on est un jeune enfant, en fait, et qu'on a un cerveau encore malléable. D'où l'efficacité éventuelle des psychothérapies ouvertes. Mais donc, on dit que c'est des états élargis ou modifiés de conscience. En fait, c'est la face cachée de la conscience, un peu pour moi. Donc moi, j'aime pas le mot état modifié de conscience, parce que je trouve que ça veut rien dire, parce qu'un état est toujours modifiable. Vous pouvez pas, un état gazeux, il peut devenir liquide. Donc état modifié, je ne comprends pas en français ce que ça peut vouloir dire. Donc état modifié, tout état est modifiable. Donc on va dire état de conscience. Alors ça veut rien dire du tout non plus. Et en plus, la conscience, on ne sait pas ce que c'est. État modifié de conscience, quand je mange, mon état est modifié. Quand je dors, mon état est modifié. Quand je parle, mon état est modifié. Donc, je trouve que tout le monde... Élargi de conscience. État élargi, parce qu'il y a des gens qui disent ça. Augmenté. Oui, moi je trouve que ça ne va pas non plus, parce que d'abord, j'aime pas le mot conscience, que je trouve flou. Et en plus, vous l'avez dit, c'est pas une question de conscience. C'est une question de tout notre être.
Je trouve que c'est une modification de notre manière d'être au monde. Et alors là, c'est un arrière-plan philosophique, mais qu'est-ce qui prend aux Occidentaux de tout centrer sur leur conscience? On sait que la conscience n'est pas séparée. On est en train d'inventer avec état modifié de conscience un truc complètement technique et déshumanisant. Donc état modifié, ça veut rien dire. Et donc, c'est une modification de notre rapport au monde. Ça oui. Mais c'est comme les réseaux cognitifs sont modifiés. Bon, oui, mais il n'y a pas que ça. Assimilent. Non, oui, c'est pas du tout que ça. Pas du tout. Quand vous décrivez, ce qui me frappe, c'est que chaque fois que les gens décrivent leur expérience, c'est pas votre conscience qui est modifiée, c'est votre être qui est modifié, c'est votre cœur qui est modifié, c'est vos émotions, c'est vos perceptions. Il y a une dimension spirituelle qui est une réconciliation profonde. Donc, je suis très gêné par cet état, je suis très gêné par tout ce rapport qui me semble très problématique. Ce qui est important, et ce que j'ai essayé de montrer aussi à travers un chapitre du livre, c'est qu'on peut atteindre cette nouvelle façon d'être au monde, pour reprendre votre vocabulaire, de différentes manières. C'est-à-dire que les psychédéliques sont un peu le marteau-piqueur, vraiment très puissant, parce que même les gens qui ont une structure mentale très rigide n'ont plus trop le choix sous ces substances que de dépasser ces barrières. Mais l'hypnose, finalement, n'est pas tellement différente. Pour les grands méditants, et je ne sais pas si vous allez me contredire, c'est aussi une manière d'atteindre ces états différents corporels et spirituels. Dans la méditation, c'est pas... Voilà. Et la transe cognitive auto-induite de Corinne Sambrin, que vous avez déjà reçue et que j'ai aussi expérimenté, du coup, et même la respiration holotropique. Et ça, c'est très intéressant, c'est une technique de respiration, donc là, il n'y a rien d'illégal, qui a été inventé par Stan Grof, qui en fait était un des psychiatres en pointe sur les psychédéliques. Et au moment où tout a été interdit aux États-Unis, il s'est dit comment je peux faire en sorte que mes patients retrouvent ces états-là sans que je leur donne de la psilocybine ou du LSD. Et il a inventé la respiration holotropique, qui n'est pas interdite et qui est pratiquée un petit peu en France par... Et ce qu'on voit, que je trouve intéressant, c'est quand on voit le point commun de tout ça, on voit que la conscience ordinaire est mise un peu en stand-by. Voilà, les pensées, les jugements, le bavardage, c'est-à-dire tout ce qui filtre la réalité. Quelque chose s'ouvre de notre présence, de notre rapport à l'espace. De notre moi profond, de qui on est vraiment. De nos sensations, d'une connexion plus grande à l'univers, d'une ouverture du cœur. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment important de comprendre, de parler simplement, voilà, bon, après, on s'en fout, c'est une sorte d'état modifié de conscience, mais c'est important que les gens voient que c'est ça, c'est cette concrétude dans notre expérience très simple. Cette espèce de tyran qu'on a tous dans le cerveau et mis en sourdine, c'est comme s'il avait été anesthésié ou paralysé, et c'est tout le reste qui sort. Et quand on voit, ce que vous venez, donc une certaine forme de méditation, la transe auto-induite, on voit qu'il y a à la fois un aspect thérapeutique, un aspect spirituel, et je trouve que c'est aussi intéressant qu'au fond, les médecines psychédéliques réconcilient la guérison avec une certaine compréhension de l'être humain comme étant moins juste mécanique, mais une vision plus entière de l'être humain. Mais ça fait partie aussi des blocages de notre médecine techniciste, totalement en silo, etc. Parce que tout à coup, si on dit on guérit les gens parce qu'ils ont fait un voyage mystique, voilà, science et mysticisme, bon... Et donc, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les psychiatres américains, pour certains d'entre eux qui étaient les plus convaincus, ont été accusés d'être des chamans en blouse blanche et de conditionner leurs patients et de les influencer, et que c'est pour ça qu'ils avaient de bons résultats, etc. Donc, il y a un continuum, en fait, et même donc, dans les milieux underground, donc illégaux, qui administrent ces substances, qui existent dans tous les pays. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a certains en France. Il y a des gens qui vont plus vers le chamanisme et d'autres qui sont en fait des psychothérapeutes, souvent jungiens, quand même plus ouverts que les freudiens ou que les lacaniens. Qui ont aussi une dimension spirituelle. Qui ont une dimension spirituelle, ou des comportementalistes, voilà. Et ces gens-là, en fait, utilisent ces outils, même si c'est illégal, parce qu'ils voient que ça peut sauver des patients. Moi, j'ai une anecdote incroyable, parce que mon livre, évidemment, m'a apporté des contacts, et il y a un psychothérapeute illégal du sud de la France qui m'a appelé en disant je fais ci, je fais ça, et je lui ai dit mais comment vous recrutez vos patients? Et il me dit, il y a un psychiatre, en fait, d'une base militaire qui me les adresse. Voilà, donc ça veut dire que, en fait, même si les gens dans la profession médicale, certains ont compris que
ça marchait, quoi. Et quand ils sont en impasse, ils envoient vers des gens qui administrent des psychédéliques. Et donc, moi, je pense que ça devrait intéresser l'armée française. Pourquoi les vétérans américains sont tous à faire du... Voilà. Donc, peut-être, je vais prendre rendez-vous avec les gens chargés de l'innovation en psychiatrie des armées. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour faire avancer ces médecines en France. Il n'y a pas de raison qu'on se résigne à être en impasse thérapeutique sur des gens qui sont vraiment dans des situations dramatiques. C'est vraiment, alors qu'on parle beaucoup de la santé mentale... Soi-disant, voilà, année de la santé mentale en 2025, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est beau parce que vous finissez votre livre avec tous ces autres approches qui montrent qu'on n'a pas besoin, que tout le monde n'a pas nécessairement besoin de passer par les psychédéliques pour vivre ces expériences, que cette ouverture du rapport à... Oui, c'est-à-dire que, bon, depuis mon livre, évidemment, j'ai des quantités de gens, quand je vais dans les librairies ou je fais des conférences, qui me disent « Alors, donnez-nous les adresses ». Bon, évidemment, je ne vais pas donner les adresses, c'est illégal. Je mettrai en danger à la fois les gens et les praticiens. Donc, je leur dis, commencez par vous intéresser au sujet. Inscrivez-vous à l'association, la Société psychédélique française, qui est une association de médiation scientifique. Allez faire de la respiration holotropique, c'est pas interdit. C'est drôle parce que Rick Doblin, qui est un des pionniers des soins ou MDMA aux États-Unis, je lui demande pourquoi pensez-vous que la France est en retard. Il me dit vous avez même réussi à interdire, à rendre la respiration illégale, parce qu'il y a eu un rapport parlementaire qui disait que les gens qui pratiquaient la respiration holotropique, c'était une pratique sectaire. Voilà. Bon, heureusement, c'est pas interdit. Il y a des psychothérapeutes qui font des week-ends de respiration holotropique. On peut faire ça en France. Donc, les gens qui sont tentés par ce genre d'expérience peuvent se renseigner, faire ça de manière complètement légale. Ou s'ils ont un petit peu d'argent et qu'ils sont plus téméraires, aller essayer des champignons aux Pays-Bas. Voilà. Mais essayer aussi l'hypnose. Ils peuvent essayer l'hypnose, absolument. Mais donc, moi, je pense qu'il y a toute une panoplie d'outils pour retrouver ce type d'état et qu'en fonction du patient et de ses problèmes, les thérapeutes devraient pouvoir les utiliser. Merci. Alors qu'on est souvent dans des chapelles en France. Hein. Les gens de l'hypnose n'aiment pas trop les gens des psychédéliques, qui n'aiment pas trop les gens de la transe. Enfin, c'est vrai ? Oui. J'ai constaté ça. Faisant mon enquête, tout le monde n'est pas très ouvert. C'est dingue. Sur la discipline c'est beau du parce voisin. Que votre livre... Et moi, j'ai essayé de les réconcilier dans c'est clair, chapitre. on voit, c'est très beau. Moi, je pensais que... je savais pas du tout qu'il y avait ce... Et on est un pays de chapelle. C'est clair. En tout cas, merci infiniment de faire ce travail. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment important que tous ceux qui nous écoutent soient au courant, parce que si plus de gens seront au courant de cette possibilité, plus on a de chances de faire bouger les choses et peut-être de sauver. Voilà, et je ferai même un appel, puisqu'il y a une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Psychedelic Care, qu'on peut aller signer pour que l'Europe consacre davantage d'argent à la recherche sur la médecine psychédélique. On mettra le lien, parce que c'est sûr que là, on parle de choses qui ont sauvé des vies et qui pourraient sauver des vies quand on voit la détresse de tant de gens. Absolument. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange. Et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.